Après avoir remercié au nom des 3 collaborateurs qui avec moi vont communiquer, après avoir remercié les organisateurs pour leur invitation d'abord, pour cette excellente organisation. Et pour être fidèle justement à cela, je vais passer tout de suite la parole à notre éminente pédopsychiatre. J'ai parlé évidemment du professeur Moufok, qui va nous parler, non pas des blessures psychiques invisibles des enfants exposés à des contextes de violence et anxieux, mais plutôt à des perturbations qui vont toucher des enfants victimes de sévices sexuels, en particulier de violences. Vous avez la parole. Vous avez 25 minutes, Madame Moufok. Merci, professeur Laraba. Bonjour tout le monde. Bon, avant toute chose, je remercie les organisateurs de l'association de m'avoir sollicité, de me solliciter régulièrement, de me faire cet honneur pour vous parler de thèmes toujours très intéressants. Et cette fois-ci, je vous félicite pour le thème choisi. C'est un thème qui est très important, qui est aussi douloureux pour nous en tant que professionnels de santé et pour vous tous, parce que ça nous concerne tous. Donc je vais essayer, professeur Laraba, de dire le maximum de choses en un minimum de temps. Et je tiens aussi à remercier mon amie Sarah qui m'a accompagnée, ce qui m'a supportée aujourd'hui. Donc, je vais vous parler donc des enfants qui sont en danger. Quand on parle d'enfants en danger, vous avez les enfants qui sont à proprement parler maltraités ou les enfants qui sont en risque de l'être. On va en parler tout à l'heure en détail. C'est des enfants qui sont dans des situations qui pourraient les exposer à être maltraités, mais qui ne sont pas maltraités à proprement parler. Malheureusement, dans notre pays, nous n'avons pas de chiffres fiables. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2019, plus de 40 000 plaintes ont été enregistrées en France pour violences envers des enfants. Et ce qui est très difficile cliniquement pour nous tous, pour vous tous, c'est que la maltraitance prend plusieurs formes. Et il nous appartient de les repérer. Donc notre rôle en tant que médecin, donc tous les médecins, pas que les pédopsychiatres, pas que les psychiatres et pas que les pédiatres, donc c'est de protéger l'enfant. Et nous avons à notre disposition, on va le dire tout à l'heure, 2 types de signalements. C'est notre devoir de signaler les personnes qui sont maltraitées ou en danger. Vous avez soit le signalement judiciaire ou le signalement administratif. Mais malheureusement, c'est vrai que le dispositif est très très flou, et même j'ai du mal à le dire, mais qui est à l'état embryonnaire dans notre pays, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Donc la difficulté, la complexité des situations ainsi que le fort sentiment d'isolement que vous devez ressentir quand vous voyez un enfant qui est maltraité ou qui est en risque, fait qu'il est nécessaire que nous, professionnels, nous disposions d'informations claires pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger cet enfant et comment est-ce qu'on doit signaler. Donc, je vous avais dit qu'il y avait 2 types d'enfants en danger. Il y a l'enfant qui est maltraité à proprement parler, donc des enfants qui subissent donc des violences physiques, des abus sexuels, des violences psychologiques ou cruauté mentale, on va en parler tout à l'heure en détail, ou bien des négligences. Et vous avez l'enfant à risque, je vous l'ai dit, sont des enfants qui ne sont pas maltraités de façon concrète et avérée, mais qui vivent dans des situations, dans un contexte qui peuvent les mener à l'être. Alors vous avez globalement 4 types de maltraitance pour être clair. Vous avez la maltraitance ou violence physique, la maltraitance sexuelle ou abus sexuels, vous avez les carences de soins et négligences lourdes et vous avez cruauté mentale ou violence psychologique. Je ne vais pas vous surcharger avec l'épidémiologie, mais ce que je peux vous dire, pour attirer votre attention, c'est que parmi les différents types de maltraitance infantile, c'est les négligences lourdes et les violences psychologiques, c'est-à-dire la cruauté mentale, qui sont les plus représentées que nous ne devons pas négliger. Et il faut savoir que cette cruauté mentale et violence psychologique est très difficile à diagnostiquer. Où est la limite entre le fait d'éduquer, de rappeler à l'ordre ou d'être cruel mentalement ou psychologiquement? Et maintenant, en pratique clinique, vous avez besoin de connaître certains facteurs de risque. Pourquoi? Parce que ces facteurs de risque vont vous donner un éclairage général pour comprendre les causes du phénomène que vous êtes en train de voir.
Alors, plus de 80%, et ça fait mal de le dire, mais je dois le dire, mais plus de 80% de mauvais traitements sont infligés par les parents. Mis à part la maltraitance sexuelle qui peut être le fait de connaissances ou d'un autre membre de la famille. Il faut savoir aussi que la maltraitance commence très tôt et se chronicise, c'est-à-dire qu'elle se prolonge dans le temps. C'est pour ça qu'on parle de maltraitance. Alors, vous avez les facteurs liés à l'enfant, vous avez les facteurs liés à la famille, vous avez les facteurs liés au couple et à l'attachement. On va commencer par les facteurs liés à l'enfant. Plusieurs facteurs peuvent prédisposer l'enfant à être maltraité. Vous avez déjà l'âge jeune, de moins de 4 ans. Plus l'enfant est petit, plus il n'est pas discipliné, plus il risque d'être maltraité. L'adolescent, enfant non désiré ou qui ne répond pas aux attentes de ses parents. Des enfants aussi qui ont des besoins spéciaux, qui ont des handicaps physiques ou des handicaps psychologiques ou mentaux. Par peur du professeur Laraba, je voudrais bien voir le chrono. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Le chrono, c'est 20 minutes. Non, je devais avoir, il y a un chrono normalement, mais qui n'y est pas. Non, il lui reste 20 minutes. Vous avez vu comment est-ce que le président m'a fait peur? Enfin, vous avez les facteurs liés aux parents. Donc, le fait d'avoir une maltraitance psychologique pour les orateurs. Pardon. Donc, le fait d'avoir soi-même subi des maltraitances dans l'enfance, et là, j'insiste sur ce point. Je ne tiens pas à ce qu'on stigmatise, parce que très souvent, on entend, s'il a été maltraité, lui, dans l'enfance, très certainement, il va être un parent maltraitant. C'est pas ce que disent ces chiffres. 30% qui ont subi des maltraitances peuvent reproduire ces maltraitances. Et dans 70% des cas, ce sont des parents magnifiques qui prennent très bien en charge leurs enfants. Parce que si on se dit maltraité, donc il va être maltraitant, c'est la double peine pour cet adulte. Un manque de connaissances sur le développement de l'enfant ou des attentes irréalistes. Par exemple, s'attendre qu'un enfant de 1 an et demi s'assoit, mange tout seul, qu'il soit propre. Des fois, et vous avez des mamans qui peuvent s'énerver parce qu'elle a des attentes irréalistes par rapport au développement de l'enfant. L'implication dans des activités criminelles, le fait que le parent soit dans un milieu criminel où il y a beaucoup de violence, donc il pourra être plus susceptible, plus avoir de propension à maltraiter l'enfant. Le fait de connaître des difficultés aussi financières. La carence affective. Lorsque les parents ont été carencés dans leur enfance, il y a plus de risques qu'ils soient maltraitants. Les troubles psychiatriques des parents aussi, les dysfonctionnements dans le couple, les parents qui sont trop jeunes, pas préparés à être parents, les familles monoparentales, une maman toute seule ou un papa tout seul, et bien sûr un milieu socio-économique défavorisé. Les facteurs relationnels intrafamiliaux. Quand vous avez un membre de la famille, un frère ou une sœur qui a des troubles physiques ou psychiques aussi, on peut être amené tellement qu'on est concentré sur l'enfant qui est malade à maltraiter l'autre enfant. L'éclatement de la cellule familiale ou des violences intrafamiliales. L'isolement par rapport à la communauté, quand on est une famille isolée, ou l'absence d'un réseau de soutien. Quand vous avez une grand-mère qui est éduquée avant l'enfant, puis qu'après on perd ce soutien-là, on n'a pas l'habitude avec l'enfant et tout d'un coup on a un enfant qu'on doit prendre en charge. Ça peut être aussi un facteur de risque. C'est des facteurs de risque, hein, ce n'est pas des causes. Hein. Alors, vous avez aussi les risques liés à l'attachement. Tous les facteurs, toutes les situations qui peuvent empêcher que l'enfant, le bébé ou l'enfant noue des bonnes relations avec le parent. Par exemple, la prématurité, toutes les causes d'hospitalisation néonatale, dépression du postpartum, quand ce n'est pas bien pris en charge. Les facteurs communautaires et sociétaux, parmi les caractéristiques de l'environnement, on peut citer les inégalités sociales, le manque de logements appropriés ou des services de soutien aux familles d'institutions. Le taux de chômage aussi qui est élevé ou la pauvreté, la facilité d'accès à l'alcool et aux drogues pour les parents, des politiques et programmes inappropriés, voire absents pour prévenir ces maltraitances. Est-ce qu'il y a des structures qui nous permettent de travailler sur ces familles? Non. Des normes sociales et culturelles qui glorifient, qui encouragent la violence. De dire, oui, il faut que tu te défendes. Il ne faut pas se laisser faire. On est plus dans ça. Plus on est violent et agressif, plus on a du caractère. Ce sont les fausses... c'est pas vrai, c'est pas ça. Les croyances limitantes. Donc, parce que très souvent, c'est ce qu'on se dit. Ah, il est agressif, il s'impose, il est fort. Alors, en pratique clinique, maintenant, c'est pour votre pratique. Il est important de voir l'enfant seul.
Quand vous avez un adolescent, c'est plus facile de le voir seul. Mais quand vous avez un enfant, c'est vrai, vous allez le voir avec le parent, parce que le parent va vous dire, moi je veux rester avec mon enfant, je veux voir ce qui se passe, je m'inquiète et tout. Il faudra, au bout d'un moment, le voir seul. Ça, c'est les conseils pratiques. Il faudra le laisser s'exprimer comme il peut. S'il verbalise, s'il s'exprime, c'est très bien si vous avez cette chance. Mais sinon, il faudra qu'il dessine, il faudra qu'il joue. Il faudra avoir recours avec l'enfant à des médiations. D'accord? Alors, c'est vrai, vous allez lire partout qu'il faut être clair sur le cadre d'intervention. Mais quand on dit être clair, il ne faudra pas dire qu'il est maradish nadar. C'est pas la peine de dire ça. Il faut établir une relation de confiance avec l'enfant, mais sans lui mentir. D'accord? Dire je suis là pour te protéger, raconte-moi, mais ne pas mentir. Donc le fait d'être clair ne veut pas dire qu'il faut lui dire tout ce que tu vas me dire, Wildy, je vais devoir le dire à la police. C'est pas ça. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Et pour pouvoir avoir cette relation de confiance, il faut prendre le temps. Alors on a dit 4 types de maltraitance. Les violences physiques, je ne m'étalerai pas sur le sujet. Les violences physiques comportent donc des ecchymoses, les hématomes, ça vous connaissez tous, donc les plaies, brûlures, fractures, secouements, et à l'extrême la mort de l'enfant. Alors, soit on va constater les lésions sur la peau directement, soit on va les voir avec des examens complémentaires, parce qu'il y a des lésions viscérales. Désolée pour ma voix. Alors, l'objectif de tout ça, quand on voit une blessure chez un enfant, on ne va pas systématiquement se dire il est maltraité. Il faudra éliminer un accident réel, une maladie, d'accord? Mais ce n'est pas toujours évident de faire la distinction. Vous avez la carence de soins et négligence. Alors, c'est quoi la carence de soins? Il s'agit de la non-satisfaction des besoins physiologiques de l'enfant. On ne lui donne pas à boire suffisamment, pas à manger, ou bien ses besoins affectifs. On ne l'aime pas assez, ou on ne l'aime pas bien. Ça, c'est important. Et on ne le protège pas assez. Donc, dans ces cas, on retrouve des conflits de couple et de séparation. C'est très fréquent. On retrouve des parents qui sont suivis en psychiatrie et une dépendance à l'alcool, des addictions chez les parents. Très souvent, quand vous avez une carence de soins, vous avez une carence éducative qui est associée, pour près de 6 enfants sur 10. Alors, cette carence peut entraîner des troubles du comportement plus ou moins sévères, ainsi que des retards de développement. Vous avez des enfants qui ont un anisme psychogène quand il y a ces carences de soins, ou des troubles du développement à la fois physique, alors vous avez des enfants qui vont perdre du poids, des infections à répétition, etc., et psychologique. Vous pouvez avoir un réel tableau d'handicap intellectuel, un vrai retard mental, ou des tableaux qui vont mimer de l'autisme. Si on intervient vite, on peut empêcher. Si on n'intervient pas, ça peut se fixer. La négligence, alors on peut envisager cette négligence comme un retard, par exemple, à consulter pour des symptômes. Un enfant qui est malade, on ne va pas consulter, c'est une négligence. Un retard à l'administration d'un traitement en cas de maladie. Une absence de surveillance dans des situations à risque, par exemple, en fonction de l'âge, un bébé qu'on va laisser seul. Enfant jeune laissé seul devant un plan d'eau. On laisse devant lui de l'alcool, des médicaments, des drogues. La répétition des intoxications ou des accidents chez un même enfant doit faire évoquer le diagnostic de négligence. Maintenant, troisième situation, violence psychologique ou cruauté mentale. La cruauté mentale est définie comme l'exposition répétée d'un enfant à des situations dont l'impact émotionnel dépasse les capacités d'intégration psychologique de cet enfant. C'est-à-dire un enfant qui est humilié verbalement ou non verbalement, les menaces verbales répétées, le fait qu'on le marginalise, qu'on le dévalorise, qu'on exige de lui des choses qu'il ne peut pas réaliser. Parce que souvent les parents ne s'adaptent pas aux capacités de l'enfant. Les consignes et injonctions éducatives qui sont contradictoires ou impossibles à respecter pour cet enfant. Ces effets principaux donc, de ces violences psychologiques s'évaluent le plus souvent en termes de troubles des conduites sociales et du comportement avec. C'est des enfants qui vont être irritables, impulsifs, agressifs et qui ont un sentiment d'autodépréciation. Donc ils sont caractériels, ils ont l'air violents et ils se dévalorisent et ça peut évoluer vers une dépression. Enfin, la maltraitance sexuelle. Alors, c'est quoi une maltraitance sexuelle? C'est le fait de forcer ou inciter un mineur à prendre part à une activité sexuelle. Activité sexuelle avec ou sans activité physique, c'est-à-dire ça peut être du voyeurisme, le fait de le faire voir ou de vouloir le regarder, des attouchements ou incitations à la prostitution jusqu'au viol. Tout ça, c'est des maltraitances sexuelles. Il ne faut pas se dire comme certains disent, oui, mais il n'y a rien à l'examen, on ne voit rien. Souvent, les enfants ne révèlent leur expérience de violence sexuelle que très difficilement et après une longue période de silence. Donc, ce n'est pas eux qui vont venir vers nous, c'est à nous de repérer ça. L'âge moyen de la première révélation serait de 18 ans,
alors que l'âge moyen auquel l'enfant est victime de violences sexuelles pour la première fois serait de 8 ans. En consultation, moi je vois des premières fois de plus en plus fréquentes, de plus en plus tôt et précoces, c'est 3-4 ans. Le caractère spécifique dans ce cadre est l'examen somatique, donc là on doit examiner en cas d'abus sexuel, qui est obligatoire mais en médecine légale. Vous pouvez examiner, vous pouvez faire un certificat, mais celui qui va primer pour la justice, ça sera celui du médecin légiste. Alors les signes physiques sont rarement révélateurs, et ça c'est important à savoir, car la police peut ne pas le savoir. On peut retrouver un saignement vaginal, rectal, les infections génitales ou urinaires, de maladies sexuellement transmissibles ou une grossesse, comme on peut ne rien trouver du tout. Et ça, c'est important à savoir. Quand il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu abus. Le plus souvent, les signes sont non spécifiques. Dans l'abus sexuel, dans la maltraitance sexuelle, vous avez un syndrome dépressif, des troubles du comportement. Alors, ce sont des enfants qui vont être avides d'affection, se coller à tout le monde, pas de façon sélective, collés à tout le monde. Un syndrome hyperkinétique qui vont être instables et des conduites d'hypersexualisation paradoxalement. Troubles des conduites, on peut avoir des échecs scolaires, tentatives de suicide, des fugues, troubles des conduites alimentaires et sommeil. C'est pour ça que c'est à vous d'aller chercher. Des troubles aussi psychosomatiques, des enfants qui sont tout d'un coup énurétiques, encoprétiques, qui ont des douleurs abdominales, des céphalées, etc. Dans toutes ces situations, l'examen génito-anal, je me répète, sera réalisé par un médecin expérimenté, non traumatisant, en évitant de soumettre l'enfant à des examens répétés. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous ne le faites pas, parce que vous risquez de traumatiser l'enfant. En dehors des situations d'agression sexuelle caractérisées où il y a vraiment un viol, où il faut vraiment faire la chose tout de suite, on peut différer cet examen à plus tard. Il n'y a pas le feu. Mais en se rappelant, il faut se rappeler ça, que l'examen négatif n'élimine pas la réalité de l'abus. Alors, quels sont les troubles psychiques évocateurs, mais non spécifiques de violence sexuelle? L'enfant peut présenter des préoccupations sexuelles inadaptées à son âge. Pourquoi? Vous savez que vers 3-4 ans, il y a la découverte de l'appareil génital, on regarde la différence fille-garçon, c'est normal. Mais quand ça prend, c'est trop marqué, ce n'est pas normal. Hypersexualisation, jeux ou propos à thématique sexuelle. Et quand ça pérennise dans le temps. Donc des comportements de masturbation, d'exhibition, d'agression sexuelle sont vraiment retrouvés. Problématique posée, alors là je vous ai fait une petite parenthèse, quand nous avons des enfants qui sont abusés mais qui ont un problème mental, c'est un gros problème. Parce qu'ils ne peuvent pas verbaliser et même par le jeu et par le dessin, on n'a pas de projection. Donc j'ai juste attiré votre attention sur ça. Alors pour les enfants à l'âge maternel et en primaire, donc 3 à 11 ans, vous avez une hypervigilance, c'est un enfant qui est toujours aux aguets, des sursauts, une hypertonie, des troubles du sommeil, un refus d'alimentation, un retard ou difficulté de croissance avec cassure de la courbe de croissance, un retard de langage ou de développement psychomoteur, énurésie en coprésie primaire ou secondaire peuvent aussi apparaître. Les difficultés ou troubles d'apprentissage, donc vous pouvez avoir un enfant qui va tout d'un coup avoir des problèmes à lire, à écrire, des troubles de l'attention et de la concentration et de la mémoire, des signes qui dans un premier temps peuvent nous fausser. On peut aller vers troubles d'apprentissage, vers un TDAH, vers autre chose, alors que derrière il y a l'abus sexuel. Un ralentissement psychique tel qu'on pourrait suspecter un retard mental, des troubles du comportement et ou des conduites antisociales, de causes malaisées à déterminer. C'est-à-dire quand vous voyez tout d'un coup un enfant qui devient violent, agressif, on cherche à trouver une cause, même s'il y a une petite cause, il n'y a pas une cause qui pourrait justifier ou expliquer ce comportement. Il faut penser à l'abus sexuel. Il peut également arriver que l'enfant soit considéré par le corps enseignant comme quelqu'un d'excellent, mais l'enseignante, si elle est très attentive, elle va voir qu'il est en souffrance, qu'il est trop perfectionniste, qu'il est très angoissé, qu'il a du mal à s'insérer avec ses camarades, qu'il a des obsessions, des compulsions. Il faut se dire peut-être qu'il y a un abus sexuel. Des douleurs somatiques diffuses, c'est-à-dire des gens qui ont très mal au ventre, des douleurs, constipation, diarrhée, douleurs pelviennes, des maux de tête qu'on n'arrive pas à expliquer. Chez l'adolescent, vous avez soit les troubles caractériels du comportement, vous avez des filles qui vont craindre le sexe opposé, on se demande pourquoi c'est pas dans son éducation particulièrement, une dépression accompagnée d'idéation suicidaire. Vous pouvez avoir à l'extrême état de stress post-traumatique, c'est-à-dire vous allez avoir des enfants qui vont revivre la scène, soit dans leurs pensées, soit dans les cauchemars, qui vont devenir très 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 instables et avoir du mal à interagir avec les autres.
Qu'est-ce qui doit aussi vous attirer votre attention? C'est l'attitude de l'entourage. Qu'est-ce qui pourrait nous alarmer? Un parent ou un adulte qui a une proximité corporelle exagérée. Il y a des parents qui vous disent, moi je prends ma douche avec l'enfant, nous on est comme ça dans la famille. Il y a un âge où il faut arrêter. Donc quand vous avez un parent qui insiste, et un parent qui ne sait pas, on lui dit en tant que professionnel, s'il comprend, d'accord, mais s'il insiste en disant non, c'est comme ça doit nous alarmer. Un parent qui est intrusif à la consultation médicale, on sent qu'il laisse pas parler l'enfant. On sent qu'il est indifférent, qu'il ne regarde même pas l'enfant. C'est pas normal. Bien qu'il lui coupe la parole. Ou bien un parent qui refuse la consultation et qui refuse des investigations médicales. C'est aussi suspect. Les explications vagues, incohérentes et qui changent avec le temps. Un parent qui banalise, c'est pas normal. Un parent qui dit oui d'accord, il y a ça, mais c'est pas moi, qui va rejeter sur un autre. Attitude agressive, voire sur la défensive envers les médecins, comme si on était responsable de l'état de l'enfant. Bon, quelques tableaux particuliers. Vous avez le Munchausen par procuration, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc c'est une forme rare et grave de mauvais traitement. Soit c'est une forme passive où le parent rapporte qu'il y a des symptômes, soit c'est une forme active où le parent peut induire les symptômes. Et comme par hasard, les symptômes apparaissent que quand il y a les parents. Une mauvaise réponse aux médicaments prescrits de façon inexpliquée, et quand il y a le parent, ça ne répond pas. Le corps médical est pris comme témoin de la maltraitance. Souvent, c'est la mère. Pas tout le temps, mais très souvent, c'est la mère. Et souvent, elle a une formation médicale ou paramédicale. Elle a un terrain psychologique particulier, le diagnostic est difficile. Vous avez le syndrome de Kramer contre Kramer. Vous savez, là, oui, vous connaissez tous les liens avec Meryl Streep. Vous voyez, vous aimez Meryl Streep comme moi. Donc, souvent, c'est dans le cadre d'un divorce, très souvent, où on accuse l'autre partenaire de faire des choses éventuellement. Donc, c'est une forme de maltraitance à enfant. La mort subite inattendue chez le nourrisson, je vais le laisser au pédiatre parce que je pense que je n'aurai pas le temps d'en parler. Après avoir fait votre examen clinique, vous allez faire les examens complémentaires. D'accord? Donc, complété par, ça va être en fonction de la situation. Soit il y aura une échographie, soit une IRM, une écho abdominale, soit vous allez demander un bilan biologique, des tests psychologiques. Vous avez le RCMAS, c'est pour les troubles anxieux, MDIC, c'est pour la dépression, ou des tests de personnalité. Vous serez amené, après votre examen clinique, éventuellement à demander des examens paracliniques, que ce soit pour les maltraitances psychologiques ou pour les maltraitances physiques. Les signes psychiques de maltraitance, alors je pense que ça va être effectivement compliqué. Donc, il reste difficile à décrire car ils sont très univoques, c'est-à-dire que ce n'est pas pathognomonique. On peut trouver tous ces signes, mais ce n'est pas pathognomonique de la maltraitance. Plus la maltraitance est précoce, plus la construction de l'enfant va se faire autour du traumatisme. Donc, chez le nourrisson, vous pouvez avoir un arrêt ou une régression dans le développement précoce. Ces pathologies peuvent mimer un autisme, on l'a déjà dit. Vous pouvez aussi avoir des enfants qui sont très méfiants, ce qu'on appelle la pseudoparanoïa. Vous avez en tout cas des bébés qui peuvent sombrer dans une dépression. Je sais que ça peut vous interpeller de parler de dépression chez le bébé, mais le bébé peut déprimer. Vous avez des bébés donc, qui vont être tristes, apathiques, qui vont se balancer et qui vont avoir des troubles psychosomatiques, donc des vomissements, des diarrhées psychogènes, une anorexie, un méricisme, des troubles du sommeil, etc. Vous pouvez aussi avoir un changement de comportement brutal montrant une intense insécurité avec agitation, nervosité, etc. Chez l'enfant plus âgé, les troubles du comportement sont très divers. Des troubles sphinctériens, des plaintes somatiques, anxiété, d'intensité variable. Alors, pour les risques évolutifs, je n'ai pas voulu vous parler de tous les risques qu'on peut avoir à l'âge adulte. On peut avoir une dépression de l'adulte, des anxiétés, des troubles anxieux de l'adulte, des troubles du sommeil de l'adulte, un traumatisme de l'adulte, mais j'ai voulu zoomer sur ça. Le risque d'être à nouveau victime à l'âge adulte augmente. Les victimes auraient entre 2 et 11 fois plus de risques de subir une agression sexuelle qu'un groupe témoin. Quand on a été maltraité petit, on a beaucoup plus de risques d'être maltraité quand on est grand. Partenaires multiples, sexualité en groupe, et les maladies vénériennes et le sida. C'était un petit peu pour contraster avec ce que j'ai dit au début, quand on dit que c'est eux qui sont après des bourreaux. Ils sont plus des victimes. Donc pour la prise en charge, on peut définir 4 missions aux médecins. Repérer, maintenant je pense que vous avez assez d'informations pour repérer, alerter, protéger, et bien sûr prévenir la récidive de la maltraitance.
Donc pour protéger l'enfant, le médecin devrait hospitaliser l'enfant. Mais vous savez, dans notre pays, nous n'avons pas ces structures. Mais le fait de dire qu'on n'a pas toutes ces structures, qu'on n'a pas tous les dispositifs de signalement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On doit signaler. Dans tous les cas, on devra travailler en collaboration avec les services sociaux, avec la police et la justice. Sans précipitation, il ne faut pas aussi accuser alors qu'on n'est pas sûr, d'accord? Et dans le calme. Les questions sont les suivantes, à travers ce que je vous ai dit. Quels sont les signes qu'on a vus? Quels sont les signes physiques, les signes psychologiques, les symptômes qu'on a devant nous? Quelle est la situation qui pourrait faire évoquer, même si ce n'est pas clair? Et qu'est-ce que je peux faire pour protéger l'enfant? On est tous concernés. Médecins généralistes, pédiatres, pédopsychiatres, médecins, puéricultrices, médecins infirmières scolaires, les médecins d'urgence, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes. Mais les pédopsychiatres et les médecins légistes pourront être saisis dans le cadre de l'expertise, ce qui fait la différence. Les objectifs principaux, c'est qu'il faudra réconcilier l'enfant, je ne vais pas tout vous dire, mais l'enfant avec son corps. Parce que le corps de cet enfant, elle va être sujet à un dégoût et un rejet. Donc il faudra les réconcilier. Après, on envisagera une prise en charge individuelle et en thérapie de famille dans différentes configurations, soit thérapie de la fratrie, soit du couple. On peut être amené à donner un traitement pharmacologique s'il y a vraiment une dépression, s'il y a un trouble anxieux, des gros troubles du sommeil ou une grosse impulsivité, agressivité, mais de façon ponctuelle. Dans notre pays, 2 démarches difficiles. La démarche judiciaire et le fait de travailler en concertation avec les autres. On a du mal dans notre pays à travailler en concertation. Dans la même structure, on a du mal. Alors quand il faut sortir, c'est encore plus compliqué. Donc j'ai dit qu'il était vivement recommandé d'assurer en premier lieu, et je le répète, la protection. Parce que des fois, tellement qu'on a envie de signaler, qu'on oublie de protéger. Donc protéger, soit on est censé signaler directement au procureur de la République ou au juge des mineurs, d'accord? Soit hospitalisé en pédiatrie, parce que c'est vous qui avez le droit de le faire et pas nous. Et dans un second temps, on va alerter. Alors, première étape, écouter, observer. Deuxième étape, chercher une explication avec le parent et avec l'enfant à la situation dont nous sommes témoins. Troisièmement, décider, c'est-à-dire il faudra décider, est-ce que j'envisage la maltraitance, est-ce que je suspecte la maltraitance ou est-ce que je l'élimine? En récapitulé, devant une maltraitance, il faut rassurer, expliquer, prendre en charge sur le plan somatique, certificat médical descriptif, signaler, puis on prendra en charge. Donc on a les 2 types de signalement. Donc juste une chose, pour le signalement, il doit contenir quoi? Le motif du signalement, l'examen de l'enfant avec une description, d'accord? Les résultats des examens si vous en avez, les propos de l'enfant, entre guillemets, n'interprétez pas, sinon ça va être pour la justice, vous aurez des problèmes. Il faut juste décrire, entre guillemets. Il faudra aussi informer les parents du signalement. Signalement judiciaire, s'il y a maltraitance avérée, d'accord? Et si les parents ne collaborent pas, d'accord? Donc on va signaler à qui? Juge des mineurs. Administratif, et ça c'est moins fait dans notre pays, c'est en cas d'enfant en risque. D'accord? Et si les parents collaborent. Alors, à l'étranger, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Chez nous, c'est SOEMO. En conclusion, je vais voir le bonheur dans le visage du professeur Laraba. Les enfants sont les victimes de la maltraitance, ça c'est important à savoir, et ne sont jamais à blâmer. De se dire c'est de leur faute, c'est peut-être eux. Le mauvais traitement qui leur sont infligés, on leur impose. Repérer une maltraitance à enfants représente une tâche très difficile, et la signaler, c'est encore plus difficile dans notre pays. Les actions thérapeutiques à envisager doivent être au cas par cas. Ça va être en fonction de la situation, et les situations sont multiples, unissant les mesures de protection. Et il faut le faire, c'est notre devoir. Il ne faut pas se dire « je n'ai pas vu ». Associé donc à la prise en charge psychothérapeutique, où il faudrait au maximum associer les parents. Je vous remercie pour votre attention.